Au cours de la vie d'une galaxie, les étoiles naissent à partir des restes d'anciennes étoiles qui ont explosé. Dans ce premier programme, nous parlerons de la naissance des étoiles. Cette série vous sera présentée par notre conseiller scientifique, le professeur Jean Hedman, astronome à l'Observatoire de Paris. Nous nous trouvons à l'Observatoire de Milan, très connu pour sa bibliothèque d'ouvrages anciens, en particulier de Newton et de Galilée, ainsi que pour quelques beaux instruments anciens qui serviront de décor à notre propos. Les étoiles, malheureusement, ne brillent pas éternellement. Quand elles ont épuisé leur combustible nucléaire, elles se refroidissent, ce qui fait que l'immense sphère de gaz qu'elles représentaient commence à s'effondrer sur elle-même, et cela avec une rapidité incroyable, ça dure 10 secondes seulement, pour se ratatiner en un astre qui n'est pas plus grand que Paris, 10 km, au lieu d'1 million de kilomètres de diamètre pour notre Soleil, en libérant une énergie considérable. Alors, ce phénomène a été observé de façon très spectaculaire et très en détail grâce à la supernova qui, en 1987, a explosé dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie très proche de la nôtre, et a fini par donner des tas de renseignements. Alors, l'effondrement continue à un point incroyable pour donner un résidu composé uniquement de neutrons, une étoile à neutrons, dont on s'attend à ce qu'elle donne un pulsar, mais dans le cas de la supernova de 1987, on n'a pas observé de pulsar, et on pense que cette étoile à neutrons, en moins d'une minute, a collecté du matériau de l'étoile ancienne autour d'elle, l'a ingurgité sur elle-même et s'est transformée en ce qu'on appelle un trou noir. Et alors par contre, le reste de l'atmosphère de l'étoile qui était encore autour a été échauffé par une onde de choc extraordinaire venant de cette production d'énergie qui l'a éjecté dans l'espace à des 10 000 km par seconde pour finir par donner des belles nébuleuses gazeuses comme celle du crabe observée il y a 1000 ans par les Chinois. Un pulsar est le noyau effondré d'une étoile devenue supernova. Il s'agit d'un objet à la densité comparable à celle d'un noyau atomique composé de neutrons. Voilà pourquoi on parle aussi d'étoile à neutrons. Dans le champ magnétique intense créé dans ces astres, les neutrons qui s'y déplacent à des vitesses très élevées engendrent des émissions radiodirectionnelles à partir des pôles nord et sud. L'axe magnétique ne coïncidant pas avec l'axe de rotation, ces émissions ne sont visibles depuis la Terre que par intermittence, tout comme la lumière d'un phare. Au plus profond de la nébuleuse du Crabe, ce qui reste de la supernova observée par les Chinois, les Coréens et les Indiens d'Amérique en 1054, il y a une source pulsante de radiation, l'étoile à neutrons. Parmi les gaz de la nébuleuse, on trouve du carbone, de l'oxygène et du fer. Comment se sont formés ces éléments lourds? La supernova 1987A peut nous fournir des réponses. Située dans le Grand Nuage de Magellan, cette étoile géante a 11 millions d'années et elle est 20 fois plus grande que le Soleil. Son brasier thermonucléaire central transforme l'hydrogène en hélium. Les protons, indiqués en bleu, se joignent aux neutrons en bleu marine, ce qui donne le deutérium et ensuite l'hélium. C'est cette énorme quantité d'énergie dégagée par les fusions nucléaires qui permettent aux étoiles de briller de tout leur feu. Quand l'hydrogène nécessaire à l'alimentation du processus est épuisé, le noyau de l'étoile se contracte et sa température atteint 170 millions de degrés. La surface de l'étoile mourante se dilate et son rayon est égal à la distance entre la Terre et le Soleil. Voici la supergéante rouge, d'un diamètre de plus de 300 millions de kilomètres. À ces niveaux de pression et de température, l'hélium du noyau commence à fusionner en noyaux de carbone et d'oxygène. Il continue à brûler ainsi pendant 1 million d'années, puis à la suite de contractions durant environ 1 millier d'années et du fait de l'augmentation de la densité et de la température, la fusion nucléaire engendre successivement néon, sodium, magnésium, silicium, soufre et pour finir, du fer.
l'intérieur de la supergéante n'arrête jamais de se transformer. À l'extérieur, l'étoile est entourée d'hydrogène, alors qu'à l'intérieur, les différents produits de la fusion nucléaire s'accumulent. Les plus lourds vont vers le centre. Le noyau de fer commence à se contracter. Le noyau devient de plus en plus dense. La température dépasse 5 milliards de degrés et le fer n'est plus en mesure d'amorcer de nouvelles fusions. À l'intérieur, il n'y a plus de source d'énergie susceptible de s'opposer à la force de gravité et donc en l'espace de quelques dixièmes de seconde, le noyau de l'étoile implose en s'effondrant sur lui-même à 70 000 km à la seconde. La pression est énorme, ce qui pousse les électrons à se lier aux protons pour former une solide masse de neutrons, la future étoile à neutrons d'une densité d'1 milliard de tonnes par centimètre cube. Libérés par cette réaction et éjectés de la fournaise à la vitesse de la lumière, des neutrons s'éparpillent dans l'espace. Au terme de son effondrement, le noyau rebondit en provoquant une onde de choc très énergique en direction de la surface de l'étoile agonisante. Cette onde va projeter toutes les couches supérieures dans l'espace. L'étoile est sur le point de devenir une supernova. Les éléments lourds constituant les objets comme les êtres animés qui peuplent la Terre se déversent dans l'espace galactique. Le carbone, essentiel pour notre corps, le fer qui coule dans notre sang, les métaux indispensables pour forger les outils caractéristiques de nos civilisations. Il y a 300 ans, personne n'observa l'explosion soudaine d'une supernova dans la constellation de Cassiopée. Explosion dont est issue une nébuleuse qui s'étend à 9000 km à la seconde et dont les éléments représentent la matière première des nouvelles étoiles qui naîtront dans un futur lointain. Parmi ces filaments gazeux libérés il y a 11 000 ans par une supernova dans la constellation des Voiles, on a découvert un pulsar qui continue de lancer ses signaux intermittents. Cette supernova brilla sans doute dans le ciel aussi brillamment qu'un quartier de lune et dut terroriser les peuples de la préhistoire. Une supernova marque le décès spectaculaire d'une étoile, événement d'une grande importance. Plusieurs éléments lourds se forment en une fraction de seconde dans le milieu à pression et température élevée qui s'instaure au cours de l'explosion. Dispersés ensuite dans l'espace, ils sont très difficiles à observer. Concentrons maintenant notre attention sur une des constellations les plus connues du ciel austral, la Croix du Sud. Ces 4 étoiles brillent intensément, mais à côté se trouve une zone d'obscurité, noire comme de la poix. C'est le sac de charbon. Il y a un siècle, les astronomes la tenaient tout simplement pour une région sans étoiles. On a compris ensuite qu'il s'agissait d'une nébuleuse obscure située entre nous et les étoiles qui se trouvent derrière, dont elle absorbe toute la lumière. On a également appris depuis que les nébuleuses obscures jouent un rôle important dans l'évolution de la galaxie, car c'est en elles que se réunissent les éléments lourds issus des supernovas. À l'observatoire de Las Campanas au Chili, on a installé une caméra à haute définition d'une très grande sensibilité sur un télescope réflecteur de 2,5 mètres de diamètre. La possibilité de modifier la luminosité et le contraste de l'image télé permet de mesurer le degré d'opacité des nébuleuses obscures, de définir leurs contours et d'estimer leur densité moyenne. Par ailleurs, on peut exploiter bien d'autres petits trucs électroniques. Une technique très performante consiste à additionner plusieurs images à l'ordinateur de manière à faire ressortir clairement les pourtours d'une nébuleuse obscure de faible contraste. On peut aussi soustraire la lumière des étoiles qui resplendissent sur le fond de la nébuleuse, qu'il est ainsi possible d'observer dans les détails. Celle qui est en train d'émerger est une des nébuleuses obscures les plus célèbres du ciel, bien que très difficile à cerner. Elle se trouve dans Orion. Sa forme caractéristique a suggéré son nom de nébuleuse de la tête de cheval.
Même si on pointe un télescope très puissant sur le centre de la Voie lactée, on n'arrive pas à observer son noyau car il est caché par des nébulosités obscures vastes et diffuses, formées d'agglomérats d'éléments lourds consécutifs aux explosions de supernovas. Ce ne sont pas des nuages compacts. Leur densité est 1 milliard de fois inférieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais ils sont extrêmement opaques aux radiations optiques. Les astronomes sont-ils en mesure d'observer au-delà de ce voile qui occulte d'intéressants panoramas cosmiques ? Site idéal pour l'observation des nébuleuses obscures, le sommet d'un volcan éteint entouré d'une étendue désolée de lave. Nous sommes sur une des îles Hawaï, au sommet du volcan Mauna Kea, 4200 mètres, constellé de coupoles de télescopes. C'est le grand observatoire optique le plus haut du monde. L'atmosphère y est très sèche, les nuages sont situés plus bas et l'humidité résiduelle est négligeable. Tel est le milieu idéal pour observer l'univers en infrarouge, dont les longueurs d'onde, bien que légèrement plus grandes que les ondes optiques, sont invisibles à l'œil humain. Normalement, l'humidité atmosphérique absorbe la radiation infrarouge avant qu'elle n'atteigne un télescope au sol. À de telles altitudes et sous un climat aussi sec, cela ne se produit pas et la radiation infrarouge en provenance du cosmos peut être captée. Dans cette coupole, il y a un télescope infrarouge de la NASA. On doit le maintenir à des températures très basses, car tous les objets chauds ou à température ambiante, et donc également le télescope, émettent d'une façon significative dans la bande infrarouge. Vu par ces yeux infrarouges, le monde est inondé de lumière. Si on veut observer des astres avec du rayonnement infrarouge, on est confronté à 2 problèmes. Premièrement, il faut refroidir énormément le tube du télescope. Sinon, à sa température naturelle, il émettrait tellement de rayonnement infrarouge qu'on serait dans la situation de vouloir photographier une bougie dans une pièce puissamment illuminée. Deuxièmement, il faut sortir de l'atmosphère terrestre, parce que l'atmosphère terrestre émet énormément d'infrarouge. Donc on est amené à construire un satellite avec une réserve d'azote liquide pour le refroidissement. Alors cette réserve, bon, elle s'évapore, elle s'use, et si on peut réussir à tenir 1 an, 2 ans, c'est déjà une prouesse. Alors le meilleur satellite qu'on ait eu pour l'infrarouge, c'est celui qui a été lancé en 83, IRAS, qui a donné des vues de notre Voie lactée faramineuses, nouvelles, où on voit tous ces petits flocons qui en fait sont des nuages moléculaires géants. Et puis si on prend des photos détaillées de la nébuleuse d'Orion, bien connue dans le visible, on a une image complètement différente parce que le rayonnement infrarouge provient en fait de nuages de poussière qui sont en train de se condenser peut-être et de former des étoiles nouvelles. Il faut réfrigérer le révélateur avec de l'azote liquide. La radiation infrarouge est abondamment émise par une nébuleuse obscure, même si sa température est d'environ moins 170 degrés, nettement en contraste avec les étoiles. Le professeur Eric Becklin de l'Université de Californie est un véritable pionnier de l'astronomie infrarouge, avec une expérience de plus de 20 ans pour ce qui concerne l'observation des nébuleuses obscures. Un vaste spectre de radiations électromagnétiques passe de l'espace dans l'atmosphère terrestre. L'arc-en-ciel si familier, fait de longueurs d'onde visibles, permet la vision directe des étoiles, mais des longueurs d'onde supérieures ou inférieures n'arrivent pas à entrer dans l'atmosphère. On ne peut donc recueillir les informations qu'elles véhiculent qu'à l'aide de révélateurs installés à bord de satellites artificiels ou bien en haute montagne où l'air est suffisamment sec pour permettre le passage des ondes jusqu'au télescope. Le professeur Becklin voulait étudier la grande nébuleuse M42, située à côté de l'étoile centrale de l'épée d'Orion. Cette épée est la ligne de 3 étoiles qui semble accrochée à la ceinture de la figure mythologique imaginée par les anciens. Quatre jeunes étoiles très lumineuses, dites du trapèze, illuminent les nébulosités importantes placées derrière elles.
Becklin pensait scruter les profondeurs de cette nébuleuse en utilisant son émission infrarouge. En lumière visible, la surface située au-dessus et à droite des étoiles du trapèze semble vide. En réalité, elle est occupée par un grand nuage moléculaire, Orion A. Mais le télescope infrarouge allait nous montrer une chose extraordinaire à l'intérieur. L'image n'est qu'une carte d'isophote réalisée grâce à l'enregistrement des différents niveaux d'émission des ondes infrarouges, des plus faibles en rouge, au jaune et au blanche. Les radiations infrarouges intenses en provenance de la zone blanche indiquent une concentration de gaz et de poussière, peut-être la première image d'une proto-étoile, à savoir une étoile en cours de formation. Le professeur Becklin rappelle l'évolution de sa recherche. J'ai procédé à une exploration systématique en haut et en bas à côté des 4 étoiles bleues dans l'espoir de trouver des proto-étoiles. Et j'ai découvert quelque chose. Alors j'ai été pris de frissons, car j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une découverte importante, historique sous certains aspects. Et à l'évidence, tout ce qui a suivi a confirmé cette importance. Nous ne savons pas qu'il s'agit vraiment d'une proto-étoile, mais c'est incontestablement un des premiers objets découverts dans une région où de nouvelles étoiles sont en cours de formation, où il y a les étoiles les plus jeunes. Et bien sûr, tout le mérite revient aux radiations infrarouges, car autrement, on n'aurait rien vu. Ainsi, l'astronomie infrarouge a ouvert une fenêtre sur la nébuleuse d'Orion en révélant la présence d'étoiles qui ont commencé à se former il y a 12 millions d'années. On découvrit un nombre d'étoiles jeunes 5 fois supérieur à celui que l'on connaissait auparavant, avec parmi elles des étoiles issues des cendres d'autres étoiles, des fumées des feux cosmiques des astres ayant explosé comme des supernovas. Mais comment ces nuages peuvent-ils engendrer de nouvelles étoiles? Selon une théorie, quand 2 nuages se heurtent, un nuage plus dense se forme lentement. Dans le noyau des 2 systèmes désormais confondus, un tourbillon d'atomes et de molécules se met à tournoyer sous la poussée de la force de gravité. La matière commence à se condenser. Les fragments s'entrechoquent, s'unissent. Masse et densité augmentent progressivement. Le processus, sans à-coups, nécessite des milliers d'années. On pense qu'à un certain moment, la proto-étoile condensée émet un jet de matière, une sorte de vent stellaire, qui bloque la croissance ultérieure en surface et favorise la formation d'un disque en rotation autour de l'étoile. C'est très probablement de cela que naîtront les planètes. À la fin, le lent effondrement de l'étoile sous la poussée de sa force de gravité dégage l'énergie suffisante pour amorcer la fusion nucléaire. Et l'étoile, désormais complète, se met à resplendir. C'est donc au sein des ténèbres des nébuleuses obscures que la lumière de l'univers continue à se renouveler. On sait bien peu de choses sur le développement de la gestation. Il s'agit principalement des déductions logiques de plusieurs spécialistes. Toutefois, les techniques récentes fournissent toujours plus de détails. À l'intérieur de ces nébuleuses moléculaires, il règne une activité chimique considérable. Les éléments forgés dans les étoiles n'arrêtent pas de se composer et de se décomposer.
Ces palpitations sont-elles le premier pas vers la création de la vie dans une galaxie ? Voici le déploiement des radiotélescopes de l'Observatoire national du Japon. L'observatoire radioastronomique Nobeyama de Minami-no-ki-Mura est célèbre pour ses observations des nébuleuses obscures par les ondes radio. Reliées par ordinateur, de nombreuses antennes paraboliques travaillent conjointement et la définition de l'instrument équivaut à celle d'une antenne unique qui aurait les dimensions de tout l'ensemble. Toutefois, même l'antenne de 45 mètres de diamètre ne parvient pas à voir les sources aussi distinctement qu'un télescope optique. En ce qui concerne la définition angulaire, les ondes radio sont nettement défavorisées. Les faibles signaux radio à longueur d'onde différentes sont véhiculés vers un corrélateur et enregistrés ensuite. On utilise les techniques les plus récentes pour créer une image d'un type nouveau. Grâce aux télescopes fonctionnant en ondes infrarouges, on a pu avoir accès à des nouvelles classes de phénomènes astrophysiques de premier intérêt. Par exemple, le centre de notre galaxie est absolument invisible à cause de toutes les poussières interstellaires qui se trouvent sur le long trajet de nous à ce centre. Tandis qu'en infrarouge, on a pu avoir sa structure, étudier sa composition, et ça, en étant couplé aux études qui se font en ondes radio, commence à permettre de dire, avec une certitude qui va augmenter, on espère, que le centre de notre galaxie est occupé par un trou noir. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Aussi, ce qu'on appelle les nuages obscurs bien délimités de poussière, qui nous cachent la lumière des étoiles derrière, évidemment, plus celle qui provient de leur centre, ont pu être étudiés jusque dans leur milieu, leur cœur, et là on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette espèce de cocon de poussière sont en train de se former des étoiles nouvelles. Il y a des gaz qui se condensent, et autour de ces étoiles nouvelles, on voit apparaître des jets dus à des formations de disques, dont on pense que certains de ces disques, d'ailleurs, pourraient donner naissance par la suite à des systèmes de planètes comme notre propre système solaire. Alors ça, c'est puissamment intéressant pour la question de l'origine des planètes dans notre galaxie. Voici une image partielle de la Voie lactée, notre galaxie, telle qu'elle se présente selon les ondes radio. Sa complète investigation par ce procédé vient d'être terminée. Vu notre position, les ondes en provenance du centre de la galaxie doivent traverser une bonne partie du disque. Les nébuleuses obscures deviennent elles aussi visibles dans les ondes radio où se recueillent également les signaux issus des restes d'anciennes supernovas. L'analyse des ondes radio permet enfin d'identifier plusieurs types de molécules à l'intérieur de la nébuleuse. Écoutons le professeur Nobuo Kaifu. Observées dans les ondes radio, les nébuleuses obscures deviennent des sources brillantes. En outre, elles sont parcourues par différents mouvements. En rotation, les molécules produisent des ondes radio avec un spectre caractéristique. Les observations au radiotélescope permettent d'obtenir une image claire de la structure et de la composition d'une nébuleuse obscure et une représentation ponctuelle de sa dynamique interne. Tout comme la lumière filtre à travers un prisme et se répartit selon les couleurs, les ondes radio passent par ce spectroscope laser qui sépare les différentes longueurs d'onde. Chaque molécule différente, incluse dans une nébuleuse obscure, émet des longueurs d'onde radio particulières, qui deviennent sa carte d'identité. En analysant toutes ces cartes, on saura ce que contient la nébuleuse.
Les différents signaux sont séparés par le spectroscope en fonction de leur longueur d'onde. Les spectres reçus peuvent être comparés à ceux des substances chimiques terrestres. Ceci est à classer comme un signal provenant d'oxyde de carbone, une molécule très connue sur notre planète. Mais ce signal n'a pas d'équivalent terrestre. Il s'agit d'une molécule nouvelle avec 6 atomes de carbone reliés en ligne droite. Voici la formaldéhyde, une molécule organique qui nous est familière, tout comme l'éthanol. Jusqu'ici, environ 90 molécules organiques complexes ont manifesté leur présence dans les ondes radio. Le fait que plusieurs soient étroitement liés au processus vital est significatif, et il semble qu'un grand nombre en soit produit en masse dans les plis les plus écartés des nébuleuses obscures. Alors que les Japonais se livrent à une série d'études chimiques dans les nuages les plus lointains de la galaxie pour essayer de comprendre comment l'univers a créé les molécules complexes identifiées jusqu'ici, dans l'ancienne université de Leiden, en Hollande, un professeur a transporté l'espace cosmique dans son laboratoire. Les gaz, l'oxyde de carbone, l'azote et l'hydrogène, découverts dans les nébuleuses obscures, sont introduits dans le vide de cette enceinte. Le mélange est ensuite irradié à la lumière ultraviolette, celle que produisent les étoiles. À l'issue de cette expérience, des molécules organiques complexes se forment. Selon le professeur Greenberg, du laboratoire Huygens, cela constitue un indice clair sur les origines de la vie dans l'univers. Of the atoms and isotopes coming from supernovae. These are the heavier elements coming from des atomes et des isotopes en provenance des supernovas, les éléments les plus lourds produits par les étoiles, tout participe à l'activité chimique des nuages obscurs. La cause la plus probable de la formation de la vie sur la Terre est l'apport de molécules venues de l'espace grâce aux comètes, lesquelles avaient sans doute déjà élaboré les molécules de la vie au cœur de l'espace interstellaire, ce réservoir incroyable de matière organique. Pour le moment, à notre connaissance, la Terre est la seule planète qui ait su façonner cet extraordinaire mélange chimique de la vie. Après 3,5 millions d'années d'évolution, l'homme est tout à fait en droit de se demander quelle est la force motrice de la vie proprement dite. Les substances de notre corps sont nées dans le cœur des étoiles. Et donc l'étincelle de la vie a-t-elle également été allumée au sein des nuages obscurs de l'univers ? À l'Observatoire chilien de Las Campanas, les études sur la supernova 1987A se poursuivent. Yal Shenton continue ses observations du grand nuage de Magellan où la supernova a explosé. De nombreux astronomes du monde entier observent les restes que Shelton a été le premier à découvrir. Certains essaient de repérer les premières lueurs intermittentes du pulsar qui a dû se former à la suite de l'explosion, et d'autres étudient les restes gazeux dans le but de comprendre les circonstances à l'origine de la destruction de l'étoile fondatrice. Maintenant, alors que la luminosité de la supernova s'affaiblit de plus en plus dans les rayons X et gamma, les télescopes infrarouges sont pointés sur ce qui reste de ce drame cosmique. Avec les grands télescopes de l'Observatoire européen austral au Chili, on a pu photographier en détail la supernova de 1987,
bon, astre immense, et plus récemment encore avec le télescope spatial de Hubble. Et en plus, dans les anciens clichés, on a pu retrouver l'astre d'origine. Et c'était effectivement une étoile relativement faible, bien sûr, mais dont on a pu mesurer la masse, etc. Alors d'après ça, on s'attendait à ce que l'effondrement de cette étoile, par le stade de supernova, finisse par donner un pulsar. Alors, ça a en fait donné un trou noir très probablement. Mais alors, un pulsar, c'est le résultat de l'effondrement d'une étoile pesant une dizaine de masses solaires qui se transforme en étoile à neutrons et comme elle s'est extrêmement rétrécie, elle se met à tourner sur elle-même à une vitesse faramineuse. Les champs magnétiques qui existaient au début sont amplifiés des milliards de fois, ce qui fait qu'on a un astre magnétisé, comme un barreau aimanté, qui tourne à toute vitesse, qui génère des ondes radio, qui balayent le ciel, et chaque fois que ce faisceau passe par la Terre, par hasard, nos radiotélescopes peuvent enregistrer un bip, 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 d'où le nom de pulsar donné à ces astres, qui ont un rôle important dans la physique stellaire, et qui jouent un rôle très important aussi pour des mesures de temps tout à fait précises, qui vérifient la théorie de la relativité, mais ça, c'est autre chose. Les dernières observations de la nébulosité gazeuse en expansion ont démontré directement pour la première fois qu'au cours de l'explosion d'une étoile, ces éléments lourds sont produits et dispersés dans l'espace. Il s'agit d'un autre pas important vers la découverte des origines de la vie. Écoutons le professeur Benford. On a vu qu'il y a des molécules organiques dans les nébulosités obscures. Il s'agit des ingrédients de la vie. Là-haut, les planètes jeunes en orbite autour de nouveaux soleils pourraient puiser dans cette abondance chimique. Notre propre planète Terre pourrait avoir commencé son chemin vers l'évolution chimique quand, portées par les comètes, les molécules organiques tombèrent dans nos océans primitifs. Aujourd'hui encore, dans la nébuleuse d'Orion, il se peut que des planètes suivent le même processus. Il est très surprenant de constater qu'il existe un lien extraordinaire entre notre existence et ces vastes agrégats de gaz et de poussière. Les étoiles qui naissent dans ces nuages froids héritent un patrimoine de molécules organiques et les mettent à la disposition des planètes qu'elles réchaufferont. Ainsi, en réalité, les régions les plus obscures de notre galaxie sont de prometteurs berceaux de vie, source de la lumière et de l'intelligence.